Bonjour à tous, nous sommes mardi 6 avril. Alors voilà, je vous ai réglé la page sur Pronote. Vous allez voir, j'ai mis tout le programme de la semaine dans la case du jeudi, puisque je n'avais pas de case à mardi. D'accord? Voilà, j'agrandis un petit peu. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on étudie le texte du Cyclope, ce qu'on aurait dû commencer en classe et on n'a pas eu le temps. Vendredi, ça n'est pas grave. Je vous réexplique dans une seconde un petit peu la fiche de lecture à rendre donc pour le 9, c'est cette semaine, hein, c'est vendredi. Vous devez commencer la lecture de l'Odyssée, ça on l'a dit en classe aussi. Ce sera, vous voyez là, à finir pour le 3 mai quand on va se revoir, puisque de toute façon ça sert à rien que je vous mette de borne dans le temps, hein, on se revoit le 3 mai donc on va profiter de tout ce temps pour lire. Et si jamais vraiment la lecture c'est pas votre fort, et bien là vous avez la chance d'avoir l'Odyssée en encore plus détaillé, hein, j'en ai parlé aussi en classe, dans les grands mythes. Je vous ai mis juste ici le lien vers la chaîne Arte, je l'ai remis plus bas d'ailleurs. Le jeudi 8, qu'est-ce qu'on fera? On fera donc 2 leçons, une sur les types de phrases, une sur les formes de phrases à partir du cahier d'exercice. Vous vous souvenez, je vous ai donné à coller, page 42, par-dessus la leçon sur les types de phrases, un petit papier. Donc on parlera de tout ça jeudi, je vous donnerai les exercices à faire pour le lendemain. Donc ça, ce sera dans la vidéo de jeudi et je vous expliquerai aussi jeudi la rédaction qui sera à rendre pour la fin des vacances, à savoir le lundi 26. Ensuite, dans la vidéo du vendredi 9, on corrigera donc les exercices que je vous aurais donnés la veille, ce qui fait que vendredi 9, vous avez aussi la fiche de lecture à rendre, hein, attention. Donc la fiche de lecture, il faut s'y prendre maintenant. Normalement, vous avez fini de lire vos 3 ou 4 livres. Pour la majorité d'entre vous, il n'y a plus qu'à apporter vraiment la dernière touche finale à votre fiche de lecture, puisque vous avez dû la faire au fur et à mesure. Donc ça, j'estime que c'est quasi fini pour vendredi. Et donc vendredi, vous aurez en plus des exercices que je vous donnerai la veille jeudi. D'accord? Donc voilà, côté organisation, comme ça, vous savez à l'avance. Et puis dans la vidéo de vendredi, je vous présenterai aussi ce que j'attends de vous donc dans les exposés qui seront à rendre, enfin pas à rendre, mais il faudra que vous soyez prêts pour des exposés à l'oral pour le 3 mai. Donc je vous explique tout ça vendredi, puisque vendredi donc soir, nous sommes en vacances pour 2 semaines. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler pendant les vacances. Alors, de ce fait, j'ai bien tout programmé dans Pronote aux bonnes dates. Si par hasard vous constatez des erreurs, surtout dites-le moi, donc vous pouvez me le dire sous la vidéo dans les commentaires et vous pouvez me le dire par mail évidemment. Et puis si le NT marche bien et qu'on peut faire une visio vendredi, comme je l'ai dit, hein, vous pourrez vous connecter vos parents et vous, ou juste vos parents, pour me poser toutes les questions que vous avez en tête. Voilà. Alors, concernant cette fiche de lecture, si vous avez perdu le petit papier, donc je vous rappelle ici quand vous avez le lien vers le Drive, quand vous cliquez dessus, vous arrivez là-dedans. Je vous mets donc le lien général vers le Drive. Après, il faut savoir s'orienter dans mes répertoires. Mais vu le nom qu'il porte, hein, c'est pas très compliqué. Donc les exercices, par exemple, si on est amené à faire des exercices cette semaine, donc sur la page 42, eh bien ils seront rangés ici. Dans les informations, vous allez vous trouver bientôt avec tous les sujets d'exposé. Ils seront dans les informations. Dans les évaluations corrigées, il y a les évaluations, donc la fiche de lecture c'en est une. Alors c'est là qu'on va les voir. Hop, vous voyez, j'ai fait tout un répertoire avec toutes les anciennes évaluations parce qu'il y en avait trop, on ne voyait plus rien. Et donc ici, vous avez fiche de lecture avec les histoires de la Bible, donc c'est ça, je clique dessus et vous retrouvez le petit papier que donc il est écrit 3 fois, hein, c'est le même, que je vous ai photocopié et découpé. Donc on avait écrit, je zoome un peu, sur une feuille à grands carreaux présentée à la date du jeudi 18 février. Donc là, c'est comme vous voulez en fait, hein, c'est parce qu'on avait commencé ça il y a quand même très longtemps. Rédiger 4 micro-comptes rendus de lecture, un pour chaque livre lu, etc. Donc là, je ne vous demande pas de saisir informatiquement tout ce que vous avez déjà fait à la main, hein. Donc si vous voulez, vous m'envoyez des photos de votre copie, un PDF, enfin vous faites comme c'est le plus facile pour vous. Je ne vous oblige pas, bien sûr, à tout recopier. Si vous m'envoyez une photo, évidemment, je ne vais pas corriger sur votre copie, hein, mais je vous mettrai une note avec et je vous enverrai un mail avec un petit compte rendu de pourquoi vous avez cette note-là, évidemment. D'accord? Donc ça, je pense que c'est assez clair pour
vous. Alors, on va passer à ce qu'on devait faire vendredi normalement, c'est-à-dire qu'on devait travailler sur le texte du Cyclope. Donc là, vous pouvez mettre la vidéo en pause, aller chercher votre manuel peut-être, sinon je vais vous afficher le texte, donc c'est peut-être pas la peine. Si vous trouvez aussi que je parle trop lentement, vous savez que vous pouvez accélérer le son de ma voix, et j'essaie de pas parler trop vite parce que pour le coup, vous ne pouvez pas le ralentir. Alors, je vous affiche le texte du Cyclope. Voilà, donc j'ai scanné le livre. Alors le début est pas très très droit. Donc, ce que j'aurais fait en classe, c'était commencer par une lecture expressive, c'est-à-dire une lecture où on met bien le ton. Donc c'est ce que je vais faire avec vous. Et puis ensuite, on va donc faire cette analyse de texte. On n'a pas fait d'analyse de texte pour l'instant, c'est notre première de l'année. Donc c'est un peu dommage que ce soit à distance, mais ma foi, on n'y peut rien. Alors, vous avez en haut, en italique, ce qu'on appelle le contexte. Donc, ce ne sont pas les lignes écrites par Homère, c'est l'éditeur qui nous dit à peu près où on en est dans l'histoire. Ulysse et ses compagnons sont arrivés sur une île habitée par les géants, appelée des Cyclopes. Ils s'installent dans la caverne de l'un d'entre eux, Polyphème, fils du dieu Poséidon. Quand Polyphème revient du pâturage avec ses moutons, il ferme la caverne avec un énorme rocher. Donc, vous connaissez, je pense, cet épisode par cœur, surtout pour ceux qui l'ont lu en CM2. Donc, Ulysse est coincé dans la grotte du Cyclope. Et ce qu'on ne vous dit pas dans ce petit contexte, c'est que ses compagnons l'avaient supplié d'aller prendre quelques fromages et de partir en douce, vite fait, bien fait. Et Ulysse, contre l'avis de tous, avait dit « Ah mais non, moi je veux le voir, ce Cyclope, attendez, c'est un phénomène de la nature, c'est quelqu'un d'extraordinairement grand et fort, moi je veux voir. » Donc la curiosité d'Ulysse va coûter très cher à ses compagnons. Alors, c'est parti pour la lecture. Le Cyclope géant s'assit et commença de traire les brebis et les chèvres bêlantes. Puis il versa le lait dans les vases pour son repas du soir. Enfin, en se dirigeant vers le fond de l'antre pour allumer du feu, il nous vit. Je lui dis qui nous étions, notre victoire à la guerre de Troie, notre gloire à travers le monde. Puis je lui demandai, au nom des dieux, l'hospitalité. Demander l'hospitalité, ça veut dire il demande qu'on l'accueille. Il nous répondit alors « Étrangers insensés, je ne vous offrirai pas l'hospitalité au nom des dieux, car les Cyclopes se moquent bien des dieux, ils sont beaucoup plus forts qu'eux. Je vous mangerai plutôt et n'épargnerai aucun de vous. » Oula, ça commence pas très bien. Puis il me demanda où était notre navire. Devinant ses intentions, je prétendis qu'il s'était fracassé contre les écueils du rivage. Les écueils, ce sont les rochers. Il ne me répondit rien, mais se jeta sur mes compagnons, en saisit 2 et les écrasa contre terre comme des petits chiens. Et, les coupant membre à membre, il prépara son repas. Bon appétit. Il les dévora comme un lion des montagnes, ne laissant ni leurs entrailles, ni leur chair, ni leurs os pleins de moelle. Ceux d'entre nous qui restaient gémissaient de désespoir. Quand le Cyclope eut rempli sa vaste panse de chair humaine, tout en buvant du lait sans mesure, il s'endormit, étendu au milieu de l'antre, aux côtés de ses bêtes. Et je souhaitais du fond de mon cœur me ruer sur lui et le tuer d'un coup de mon épée. Mais une idée me retint. En effet, une fois seuls, nous serions morts à notre tour, car nous n'aurions pu déplacer le lourd rocher qui bloquait l'entrée. Au matin, le Cyclope saisit à nouveau 2 de mes compagnons et prépara son repas. Dès qu'il eut mangé, il emmena paître son troupeau sur la montagne. Et je restais méditant une action terrible et cherchant comment nous venger avec l'aide d'Athéna. La grande massue du Cyclope gisait au milieu de l'enclos. C'était un véritable tronc d'olivier, gros comme le mât d'une de nos nefs. Là, je vous dis pas les petites notes, vous pouvez les lire en même temps que je lis ici. Je taillai le bout de l'épieu en pointe et le passai dans le feu ardent pour le durcir. Le soir, le Cyclope revint. Il poussa ses troupeaux dans la vaste caverne, ferma l'entrée avec l'énorme pierre et se rendit à traire les brebis et les chèvres bêlantes. Puis il plaça chaque petit sous sa mère. Ayant achevé ce travail à la hâte, il dévora de nouveau 2 de mes hommes et prépara son repas. Alors, je lui proposai, après qu'il eut mangé, de goûter au vin que nous portions dans nos outres. Les outres, donc, grands sacs en peau dans lesquels on met des liquides. Quand il l'eut goûté, il m'en redemanda encore. Il l'apprécia tant qu'il en but 3 fois. Et lorsque le vin eut troublé son esprit, il me demanda mon nom afin de me récompenser pour ce nectar. Je lui répondis ainsi. « Cyclope, tu me demandes mon nom ?
Je vais le dire et tu me donneras ta récompense. Mon nom est Personne. Mon père et ma mère et tous mes compagnons me nomment Personne. Le monstre poursuivit. Eh bien, je mangerai Personne après ses compagnons. Ceci sera la récompense que je lui réserverai. Drôle de récompense, hein. Bon, il parla ainsi et il tomba à la renverse, gisant, emporté par le sommeil et l'ivresse, et de sa gorge jaillirent le vin et les morceaux de chair humaine qu'il vomissait. Oh. Aussitôt, je mis l'épieu sous la cendre et rassurai mes compagnons épouvantés pour qu'ils ne m'abandonnent pas. À ce moment-là, un dieu nous inspira un grand courage, et ayant saisi l'épieu par le bout, nous l'enfonçâmes dans l'œil du cyclope. Le sang gicla de son œil et la vapeur de sa pupille en feu brûla paupières et sourcils. Le monstre hurla horriblement et les rochers en retentirent. Nous nous enfuîmes terrorisés. Il s'enfuit dans la grotte, hein, souvenez-vous, ils sont toujours enfermés. Le géant réussit à arracher l'épieu et appela les cyclopes qui habitaient les cavernes voisines. Accourant de tous côtés, ils lui demandèrent pourquoi il se plaignait et qui tentait de le tuer. Le monstre leur répondit. « Oh, mes amis, qui tente de me tuer ? Personne !» Les autres cyclopes remarquèrent. « Si tu es le seul et si personne ne te fait violence, alors nous ne pouvons rien pour toi. Tu n'as qu'à faire appel à un dieu. » Et je ris de voir comment mon nom et ma ruse les avaient trompés. À suivre, vous dit-on ici. Donc on sait que là, en gros, Ulysse a fait la moitié du travail, hein. Certes, le cyclope est aveuglé, mais pour l'instant, ça lui sert pas à grand-chose. La grotte est toujours fermée, ils sont toujours prisonniers dedans. Donc on sait ensuite la suite de l'histoire. Enfin, vous la connaissez. Ulysse va accrocher ses compagnons sous les brebis, puisque ce sont les seuls, j'allais dire humains, non, les seuls animaux qui sortent de la grotte. Et donc le cyclope caresse le dos de ses brebis, mais les compagnons sont attachés en dessous, sous le ventre, donc il ne sent rien. Quant à Ulysse, lui, personne ne peut l'attacher puisqu'il est le dernier, donc il se met sous un énorme bélier. Et il s'accroche vraiment avec ses mains dans les poils. Les brebis, j'oublie de préciser, sont accrochées 2 par 2 avec les compagnons dessous, comme ça, même si le cyclope tâte les flancs, les côtés, il ne sent rien. Et donc cette ruse fonctionne, mais comme vous le savez, Ulysse ne résiste pas au plaisir de lui dire à la fin nananananer, si on te demande, c'est moi Ulysse qui t'a crevé ton œil. Et évidemment, on l'a dit en classe, c'est la raison pour laquelle Ulysse sera puni. On va aussi en reparler à la fin de l'étude de texte. Alors, retournons au début. Donc, une étude de texte, en principe, c'est chercher dans un texte, comme je vous l'ai expliqué vendredi, des indices, une certaine volonté du narrateur, une description d'un personnage, etc. Donc, le professeur pose des questions, pointe des passages du texte et la classe est censée répondre. Alors évidemment, là, vous n'allez pas pouvoir me répondre, bien sûr. Donc je vais faire un peu les questions et les réponses moi-même, mais je vais vous laisser un petit peu de temps à chaque fois pour chercher et vous montrer les endroits du texte où vous devez chercher. Tout d'abord, quand on fait une étude de texte, on doit en général séparer le texte en plusieurs parties. Vous voyez, il est quand même assez long, pour arriver à l'étudier plus facilement. Donc ce texte, on peut le diviser en 2 parties. Si vous regardez bien, donc si vous avez bien écouté ce que j'ai lu, donc passage quand même que vous connaissez bien, ici on a toute la partie où Ulysse n'agit pas. On vous explique qui est le cyclope, on explique comment il a écrasé les compagnons d'Ulysse par terre et comment il les a dévorés. Donc Ulysse, dans cette première partie, on va dire à peu près jusqu'à la ligne 25, ici, et les petits numéros sont là, hein, jusqu'à la ligne 25, Ulysse subit. Il n'agit pas, voilà, il subit tout ce qui se passe sans pouvoir réagir. Et à partir de la ligne 26, ici, au matin, le cyclope, etc., là, Ulysse va agir. Et d'ailleurs, on le voit, il agit parce qu'il médite, voilà, il réfléchit et ensuite il va passer à l'action. Donc, première partie, c'est le cyclope qui a le dessus, on va dire, jusqu'à la ligne 26, et ensuite, c'est Ulysse qui prépare sa revanche. Alors, on va étudier donc notre première partie, la partie dans laquelle le cyclope a le dessus. On va regarder un petit peu comment on nous décrit ce cyclope. Donc, le cyclope géant s'assit, il commence à traire ses brebis. Alors, il y a quelques tournures un peu anciennes, hein, comment c'est 2 traire, comment c'est à traire, c'est pareil. Donc, voilà, il traite ses brebis, épie les chèvres, il se verse du lait, voilà, il allume du feu. Si on devait décrire ce cyclope,
on pourrait sans doute savoir quel métier, si on peut lui donner un métier, hein, quel métier il a. Voilà, quelle est son activité. Si vous regardez ce qu'on nous dit, traire les brebis, se verser du lait, il fait du fromage, on le sait puisque ça nous est dit avant, pas dans cet extrait-là, mais juste avant. Donc le métier qui consiste à s'occuper des brebis, à traire le lait, à faire du fromage, bah, c'est un métier de berger. Donc le cyclope, c'est un berger. Alors là, il y a une première opposition intéressante entre le cyclope berger et ce qu'on va apprendre, nous, du cyclope derrière. Parce qu'un berger, est-ce qu'en général, le berger est anthropophage, comme on l'a dit aussi vendredi, ou cannibale? Est-ce que il va prendre des humains, les écraser et les avaler? Alors cannibale, non, pardon, justement, anthropophage, pas cannibale, parce que le cyclope ne mange pas les autres cyclopes, le cyclope mange les humains, donc anthropophage. Les bergers ne sont pas anthropophages, non. Donc il y a une opposition entre l'idée qu'on se fait du berger, tout calme, tout paisible, en harmonie avec la nature, accueillant, et ce berger-là qui est monstrueux. Donc ça, c'est la première chose de ce texte, c'est la surprise. On nous présente un cyclope tout doux, tout gentil, tout berger, et puis on va voir ce qu'il fait notre berger, ben, c'est pas du tout ce qu'on attendait de lui. Voilà, donc une première surprise pour le lecteur. Deuxième surprise, on va la regarder dans le dialogue. Alors, Ulysse arrive, et donc il explique qui il est. Donc nous sommes des Grecs, nous revenons de Troie, nous avons réussi à vaincre cette cité, nous sommes glorieux, etc. Peux-tu nous accueillir? Alors, en quoi peut-être est-ce que c'est pas très malin, pas très futé de la part d'Ulysse? Il ne connaît pas ce cyclope. Peut-être n'aurait-il pas dû dire toutes ces belles choses pour lui, peut-être que c'était un petit peu orgueilleux. En même temps, il avait envie aussi de se présenter sous le meilleur jour, puisqu'il demandait l'hospitalité. Alors, pourquoi est-ce que Ulysse demande l'hospitalité au nom des dieux? Eh bien parce qu'en Grèce, c'est ce qu'on fait. Au nom des dieux, ça veut dire qu'on va jurer par un dieu, on va dire par Zeus par exemple, plutôt par Zeus, parce que c'est le top du top. Par Zeus, accueille-moi s'il te plaît et offre-moi la nuit à dormir et à manger. Voilà ce que c'est que le serment de l'hospitalité. Et en Grèce, tout le monde doit respecter ça. Si quelqu'un dit par Zeus accueille-moi, eh ben la personne est forcée de l'accueillir. C'est la règle d'hospitalité. Et donc, ici, Ulysse s'attend à ce que le cyclope l'accueille à bras ouverts, surtout qu'il lui a dit qu'il était un héros. Eh ben, deuxième surprise, pas du tout. Ici, vous voyez, on a des guillemets, avec les 2 points même alors. Donc, on a une partie de dialogue qui va rendre ce texte plus vivant. C'est aussi pour que la surprise soit plus forte pour le lecteur. Étrangers insensés. Ah ben, il ne va pas par 4 détours. Qu'est-ce que ça veut dire insensé? On a le mot sens au milieu, le radical du sens au milieu. Le radical sens, ça veut dire celui qui a de la cervelle, celui qui sait réfléchir. Donc insensé, eh bien ça veut dire fou. Donc déjà, il les traite de fous. Espèce de fou d'étrangers. Bon, je ne vous offrirai pas l'hospitalité au nom des dieux, car les cyclopes se moquent bien des dieux, ils sont beaucoup plus forts qu'eux. Oh là 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 là. Donc là, en fait, Ulysse a dit la seule chose qu'il ne fallait pas dire, parce qu'apparemment, puisque le cyclope fait une comparaison, les cyclopes sont beaucoup plus forts que les dieux, il y a comparaison, mais en plus le cyclope dit qu'il est au-dessus, eh bien le cyclope est en compétition avec les dieux. Alors forcément, si Ulysse cite les dieux, le cyclope, ça le fait bouillir. Oui, les dieux, ces bandes de petits avortons, nous on est au-dessus. Bon, zut, 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 tout ce qu'Ulysse dit là, pour l'instant, il ne fait que des faux pas. Et alors, ce qui est terrifiant ici, ce sont les verbes qui sont employés. On va regarder à quel temps ils sont. Je ne vous offrirai pas l'hospitalité, je vous mangerai plutôt et je n'épargnerai aucun de vous. Alors, là, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Tic-tac, tic-tac. Quel est le ton de l'indicatif qui est employé ici? Je pense que vous êtes capable tout à fait de voir que c'est du futur simple, offrirait, mangerait, n'épargnerait. Et le futur simple, il a comme valeur d'annoncer quelque chose qui est sûr et certain. Ça va arriver à coup sûr. Donc je ne vous offrirai pas l'hospitalité, ça va arriver à coup sûr. Je vous mangerai, ça c'est certain. Et je n'épargnerai aucun de vous, c'est certain aussi. Avec le aucun de vous derrière, en plus là, le pauvre Ulysse, il est dans de beaux draps. Bon, le cyclope continue. Il demande où est le navire. Alors, je ne vais pas étudier absolument toutes les lignes avec vous. Hop, donc on peut regarder un petit peu de la première ruse d'Ulysse, qui est de dire qu'il n'y a pas de navire. Comme ça, les autres compagnons, au moins, sont à l'abri.
Et voilà, première action du cyclope. Alors dans ce paragraphe-là, il ne me répondit rien. Ceux d'entre nous, etc., gémissaient de désespoir. On va étudier ce qu'on appelle un champ lexical. Alors, peut-être certains en CM2 ont déjà étudié un petit peu des textes, donc peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà quelques outils d'analyse. Donc les outils d'analyse, c'est aussi ce qu'on appelle des figures de style. Alors les figures de style, c'est une certaine façon de mettre les mots ensemble, d'agencer les mots ensemble, pour que ce soit soit plus joli, soit plus frappant. Par exemple, la comparaison, c'est une des figures de style, c'est un des moyens de marquer le lecteur. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une comparaison, par exemple, entre les cyclopes et les dieux. Ici, eh bien, il y a un champ lexical. Un champ lexical, c'est une figure de style qui consiste à mettre beaucoup de mots différents, mais qui tournent autour de la même idée. Alors, ce ne sont pas des synonymes, hein. Je vous donne un exemple. Si je vous donne le mot la classe, au sens la salle de classe, et que je vous demande un champ lexical, vous devez me dire tous les mots qui vous viennent à l'esprit, qui pour vous tournent autour de cette idée de salle de classe. Alors, moi, dans mon champ lexical de la salle de classe, je mettrais tableau, projecteur, ordinateur, bureau, table, fenêtre, armoire. Qu'est-ce que je mettrais d'autre? Tapisserie, parce qu'on a une tapisserie dans notre salle de classe, livre, stylo, etc. Donc, c'est tout ce que contient ma salle de classe finalement. D'accord? Donc, et vous voyez, par exemple, j'ai dit tableau et j'ai dit stylo, ce ne sont absolument pas des synonymes, hein. D'accord? Donc, un champ lexical, c'est un ensemble de mots qui tournent autour d'une même idée. Et ce qui fait que la salle de classe, pour moi, mon champ lexical de la salle de classe ne sera pas le même que le champ lexical de la salle de classe d'une maîtresse de maternelle. Parce que la maîtresse de maternelle, elle va plutôt mettre peut-être dans sa salle de classe atelier, coin regroupement, petit matelas pour la sieste, jouets, dinette, voilà, tableau aussi par exemple. D'accord? Donc j'espère que vous avez bien compris. Je ne veux pas que vous confondiez donc le champ lexical avec les familles de mots. Les familles de mots, pour le coup, ce sont des mots qui ont le même radical et qui vont tous aussi avoir une signification très très proche. Du coup, si je prends, je ne sais pas, le mot terre, vous avez ici les écrasas contre terre. Dans la famille du mot terre, on va entendre à chaque fois terre. Terre, terrestre, terrien, atterré, déterré, atterrir, etc. Donc voilà, alors le champ lexical que je veux que vous trouviez ici, c'est le champ lexical de l'horreur et de l'abomination, c'est-à-dire même on peut dire de l'anthropophagisme, donc le fait de manger les hommes. Voilà, qu'est-ce qu'on va noter dans le champ lexical de l'horreur? Alors je vous laisse un petit peu relire. Il ne me répondit rien, mais se jeta sur mes compagnons, en saisit deux, les écrasa contre terre comme des petits chiens, et les coupant membre à membre, il prépara son repas. Il les dévora comme un lion des montagnes, ne laissant ni leurs entrailles, ni leur chair, ni leurs os pleins de moelle. Oh là là. Alors, je pense que, voilà, dans le champ lexical de l'horreur, on peut commencer par il les écrasa, même il se jeta sur mes compagnons, il les écrasa. Tiens, vous avez une première comparaison ici, comme des petits chiens. Une première comparaison pour ce paragraphe-là. Donc on compare les hommes à de petits chiens sans défense. Ensuite, dans l'horreur, il les coupe membre à membre. Dévoré ici, bien sûr. Deuxième comparaison, comme un lion des montagnes. Donc, on voit bien la différence, hein. Les humains sont comparés à de petits chiens tout petits, et lui, il est comparé à un lion des montagnes, donc une bête féroce. Ensuite, donc dans l'horreur, on a les entrailles, la chair, les os, oh là là, et puis on nous donne des détails en plus, hein. Les os pleins de moelle. Oui, à l'intérieur de nos os, on n'a pas du creux, hein, on n'a pas du vide, on a de la moelle. On vous donne même des détails anatomiques. Voilà, il y a de quoi, en conclusion, gémir de désespoir, ça c'est certain. Voilà, le cyclope est montré comme un véritable monstre qui ne respecte rien. Ce qui explique aussi pourquoi il sera puni, hein. Ulysse sera puni parce qu'il est trop orgueilleux, trop prétentieux, mais le cyclope est puni parce qu'il ne respecte pas normalement les règles d'hospitalité qu'on devrait respecter, surtout quand celui qui demande d'être accueilli jure par les dieux. Voilà notre première partie finie, donc ça se passe pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. On peut parler aussi, toujours dans le champ lexical, pardon, j'oubliais, la vaste panse, la chair humaine, etc. Donc, notre Ulysse
on sait qu'il a des qualités, et en voilà une. Je souhaitais du fond de mon cœur me ruer sur lui, le tuer d'un coup de mon épée, mais une idée me retint. Ça, c'est le verbe retenir au passé simple. Une fois seuls, nous serions morts à notre tour et nanana. Et oui, Ulysse, il a une qualité, c'est il est réfléchi. Être réfléchi, c'est réfléchir, hein, tout bêtement. Donc, il est réfléchi eh bien, il n'est pas impulsif. Impulsif, c'est le contraire du mot être réfléchi. Donc, il n'est pas impulsif. Il sait que s'il tue le cyclope maintenant, il condamne tout le monde parce que lui seul est capable d'ouvrir la fameuse porte. Donc, deuxième partie. Cette fois-ci, c'est la revanche d'Ulysse, si on peut dire. Donc justement, on a ce mot-clé, je restais méditant, d'accord, qui est là. Et on a aussi Athéna. Vous savez, Athéna, c'est toujours celle qui inspire Ulysse. Donc il médite, il appelle Athéna de ses voeux en se demandant ce qu'il pourrait faire d'intelligent. Et voilà qu'il a devant les yeux cette grande massue du cyclope, donc c'est-à-dire un énorme bâton, on va dire, qui lui sert de bâton de marche, de berger. On vous donne une autre comparaison, hein, gros comme le mât d'une de nos nefs. Donc vous voyez toutes ces comparaisons, le lion des montagnes, le gros comme le mât de nos nefs, les petits chiens, c'est fait pour nous donner donc justement des images en tête. Et c'est un récit très imagé. N'oubliez pas que tout ça c'est dit à l'oral, c'est raconté comme une histoire. Donc le cyclope revint. On a aussi quelque chose de très cyclique, il se passe toujours la même chose. On n'a pas compté, on pourrait, le nombre de fois où le cyclope écrabouille la cervelle des compagnons et les mange. Mais ça arrive de façon récurrente. Là, on en est déjà au 3e soir où on nous dit que on dévora à nouveau 2 de mes hommes et prépara son repas. On vous redonne pas toute la série de choses abominables, mais dès qu'on a préparé son repas, c'est bien avec les hommes d'Ulysse. Il y a ce contraste qu'on va appeler une opposition, même avec un mot plus compliqué que vous apprendrez plus tard, une antithèse. On a un gros contraste entre le gentil gros cyclope qui met à traire ses brebis et ses chèvres bêlantes, et qui met le petit sous sa maman, c'est mignon, et juste après, blam, comme je vous disais, hein, la technique c'est je prends 2 hommes, je les jette à terre pour écraser la cervelle et je les mange. D'ailleurs, je les dévore, hein, c'est même dit ici. Voilà, donc un certain contraste, hein, on l'admettra, entre les gentilles petites chèvres, il a l'air d'être tellement doux avec ses brebis, ce sera d'ailleurs vraiment confirmé par la suite, et tellement brutal et inhumain avec les hommes, tellement monstrueux, voilà, c'est vraiment le modèle du monstre. Alors là, j'allais dire, Ulysse met en place la ruse numéro 1. Enfin, c'est une grande ruse, mais qui est en plusieurs étapes. Donc, première étape, il faut rendre ivre, enivrer, saouler le cyclope. Et ça tombe bien, il avait du vin dans ses outres qui étaient entreposées dans le bateau. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand le cyclope lui demande son nom, il va employer une autre ruse célébrissime, j'espère que vous la connaissiez déjà, il dit s'appeler personne. Et donc là, on voit que Ulysse, il a la suite dans les idées, hein. D'abord, vous vous souvenez, au tout départ, il avait dit qu'il n'avait pas de navire. Là, il a rendu ivre le cyclope, il lui dit qu'il l'appelle personne. Sur le moment, on ne comprend pas très bien à quoi ça va servir tout ça. Ça va servir bien plus tard. Alors on a là, pour achever de nous présenter le cyclope comme un monstre, donc vous avez le mot monstre ici, et surtout vous avez son cadeau. Quel est le cadeau qu'il réserve à Ulysse? Il va le manger en dernier. Est-ce que c'est vraiment un cadeau ça? Là, si on était en classe, on pourrait débattre. Je ne trouve pas, pour ma part, parce que ça veut dire qu'il va voir mourir tous ses compagnons et que de toute façon, il va mourir lui à la fin. Franchement, autant y passer le premier, hein. Bon, bref. Donc là, le pauvre Ulysse, il va avoir le temps vraiment de bien culpabiliser. Je vous rappelle qu'au départ, ses compagnons lui avaient dit on ne reste pas, et voilà. Bref, fort heureusement, le vin fait son travail. C'est du vin noir qui n'est pas dilué. Normalement, les Grecs le boivent dilué, mais là, vous pensez bien que, vu la taille du cyclope, on ne va pas le diluer pour lui. Donc voilà, il tombe à la renverse, gisant, emporté par le sommeil et l'ivresse. Et il faut savoir qu'être ivre chez les Grecs, c'est très mal vu. Donc le cyclope qui est ivre, eh bien c'est pareil, il va le payer cher, c'est fait pour enseigner aux hommes que c'est pas bien de boire. Alors là, c'est parti. On vous donne à nouveau des détails abominables. Donc au départ, ces détails concernent le cyclope, voilà, de sa gorge jaillir le vin et les morceaux de chair humaine qu'il vomissait. Oh mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'on nous donne ces détails abominables?
on va en parler après. Et c'est pas fini. Parce que jusque-là, j'allais dire, ça concerne le cyclope, mais ça ne lui fait pas de mal. La suite, par contre. Donc, il avait mis l'épieu de bois sous la cendre. Alors, vous avez pu être étonné de lire que le bois durcissait au feu, mais oui, c'est vrai, si vous ne le faites pas brûler complètement, si c'est du bois vert surtout, ça peut durcir. Donc, c'est cette technique qu'ils emploient. Et là, le bois est chauffé le plus possible, hein, c'est pas du métal, mais quand même le plus possible. Et donc, à plusieurs, ils s'y mettent et ils l'enfoncent dans l'œil du cyclope. Et là, oh là 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 là, on a à nouveau un champ lexical de l'horreur abominable. Donc je vais vous demander aussi de bien le regarder. Le sang gicle de son œil. On va beaucoup nous parler de l'œil du cyclope, évidemment, hein, puisque c'est là qu'est l'épieu. La vapeur de sa pupille en feu brûla paupières et sourcils. Oh, le monstre hurla horriblement. Voilà, on va déjà s'arrêter là. Alors, ici, vous voyez que le vocabulaire de tout ce qui est horrible concerne le cyclope. Les morceaux de vin qu'il vomit, c'est lui. Et ici, le sang qui gicle, c'est son œil. La vapeur, c'est sa pupille. Et ce qui est en feu, c'est sa paupière et son sourcil. Donc, il y a une espèce de transfert, d'inversion. C'est ce vocabulaire abominable qu'on retrouvait au sujet des pauvres compagnons d'Ulysse qui étaient mangés. Eh bien, maintenant, c'est lui, le cyclope, de qui l'on parle avec ce même vocabulaire abominable. On va parler donc essentiellement de son œil. Alors là, il nous faut un peu de vocabulaire, hein. La pupille, tout le monde sait ce que c'est. Donc quand on a, comme l'œil, c'est quelque chose d'assez aqueux, A-Q-U-E-U-X, ça veut dire qu'il contient de l'eau, à quoi quand on met du feu dedans, et ben ça fait de la vapeur. C'est horrible comme détail, hein. Et ensuite, la vapeur est tellement chaude qu'elle brûle au-dessus de l'œil, hein, il a son petit œil là, ici, la paupière supérieure et même le sourcil. Pouf, tout ça, ça part en fumée. Vous imaginez bien pourquoi le monstre hurle. Ici, on a aussi une figure de style qui est faite pour le coup par le traducteur. Hurla horriblement. Vous voyez le H et le H. On a le A qui vient un petit peu choquer contre le O hein, quand on prononce ça. Hurla horriblement. Si vous le prononcez à haute voix, allez-y. Hurla horriblement. Ça oblige à extrêmement articuler. Donc c'est pour nous, c'est pas très agréable à prononcer. Peut-être que ça nous fait insister justement sur cette partie abominable, hein, qu'on ait bien le doigt dessus. Et même les rochers en retentirent. Alors ça, c'est peut-être à prendre au sens propre. Hein. Ça veut dire que vraiment, il hurle tellement fort qu'on entend son cri à des milles, à des lieues à la ronde. Nous nous en fîmes terroriser. Oui, ben on pense bien. Et donc je précisais pendant que je lisais, attention, ils sont toujours enfermés dans la grotte quand même. Hein. Et ici, ensuite, on va pas commenter tout ça, mais s'enclenche la deuxième partie de la ruse d'Ulysse. Première partie, il l'avait rendu ivre, c'était pour lui crever l'œil, c'est fait. Deuxième partie, il a dit lui s'appeler personne, pour que, lorsque l'aide lui vient de ses frères, eh bien cette aide ne mène à rien, et ça aussi, c'est fait. Qui te veut du mal? Personne. Ah bon, bah alors si c'est personne, on peut rien pour toi. Voilà. Donc la ruse d'Ulysse s'enclenche parfaitement et on aura le troisième volet de la ruse d'Ulysse qui est assembler deux brebis, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux chèvres, se glisser en dessous et profiter donc du fait que le cyclope est forcé d'ouvrir sa grotte pour laisser sortir ses troupeaux. Alors, voilà, donc on voit bien comment tout s'est organisé. On va revenir sur pourquoi les deux personnages sont punis. Pourquoi le cyclope est puni? Parce qu'il n'a pas respecté le serment d'hospitalité, parce que c'est un monstre, et que tous les monstres méritent d'être punis. Dans l'Odyssée, tous les monstres que croise Ulysse, finalement, sont défaits ou vaincus. Pourquoi est-ce qu'Ulysse est puni? Il est puni parce qu'il est responsable quand même de la mort de nombre de ses compagnons, eh bien parce que il a été vantard et prétentieux. Il sera encore plus, donc il a été vantard et prétentieux au début du texte, hein, quand il disait voilà, je lui dis qui nous étions, notre victoire et blablabla, et il sera encore plus vantard et prétentieux à la suite, comme je l'ai dit tout à l'heure en disant si on te demande, c'est moi Ulysse, le dévastateur de citadelle, c'est moi qui t'ai crevé ton œil, et là vous le savez, sa punition sera qu'il perdra tous ses compagnons un à un et qu'il rentrera tout seul à Ithaque. Voilà, vous avez remarqué aussi que, puisque dans tout ce passage, Ulysse dit « je », c'est qu'on est dans la partie qu'il raconte à Calypso et à Alkinoos. Voilà, l'étude de texte est terminée. Alors, pour retrouver cette étude de texte, eh bien, elle est dans les leçons,
Hop, je vais retourner en arrière. Voilà, donc dans votre onglet des leçons. Ah bah oui, non, je ne l'ai pas encore mise. Hop, donc on va l'y mettre tout de suite, voilà, en direct. Donc dans vos leçons, vous avez chapitre 1, 2, 3. Alors moi j'aime bien les classer dans l'autre sens. Voilà, 1, 2, 3, l'épisode de Polyphème le Cyclope. Donc si vous voulez retrouver tout ça, vous double-cliquez ici, hop, ça va vous emmener là. Et voilà, je vous l'affiche en un petit peu plus gros. Alors on va pas tout lire parce que c'est ce que je vous ai dit à l'oral, hein. Donc cette fiche ici, vous pouvez soit... Ah bah non, je vous l'ai donné, j'allais dire, soit l'imprimer. Non, voilà, c'est la fiche que je vous ai imprimée vendredi, puisque je pensais qu'on aurait le temps d'en parler. Donc voilà, vous pouvez la coller, du coup, après le chapitre 2. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de faire ça vendredi. Alors, ce que vous n'avez pas dans votre texte, c'est les images que j'ai mises en dessous. Hop, j'agrandis un petit peu. Voilà, alors là, il s'agit, on le voit bien, hein, d'un plat. C'est pour vous montrer à quel point l'épisode du Cyclope est célèbre dans le monde grec. Déjà que l'Odyssée est célèbre, mais à l'intérieur de l'Odyssée, c'est peut-être l'un des passages vraiment les plus connus. Donc on voit bien ici le pieu. Alors c'est rigolo parce à l'échelle, il est vraiment très fin, c'est un peu bizarre. La coupe de vin là pour enivrer Ulysse. Donc le pieu ici. Et oh, regardez ce qu'il tient. Mais il tient des tibias, il n'a pas fini de les manger. Bon. Et puis en décoration, un joli poisson et un joli serpent au-dessus. Alors là, je vous ai mis ce que c'était exactement et où ça se trouvait. Donc aujourd'hui, c'est conservé dans la ville de Sparte. Alors ici, on a un autre détail d'un autre vase. Là, vous voyez, c'est l'anse ici et l'anse ici aussi. Donc pareil, on voit un pieu assez fin, hein. Ulysse et ses compagnons qui le mettent dans l'œil du Cyclope, qui est toujours assis avec sa coupe de vin. Il est assis comme ça, on voit que même assis, il fait la taille encore d'un homme d'Ulysse. Pardon, il fait la même taille que Ulysse ou que ses hommes. Bien, très musclé Ulysse, hein, vous avez vu ça? Les muscles fessiers, ici les quadriceps, ça rigole pas hein, chez les Grecs. Ici, un vase. Alors là, pour le coup, je vais peut-être dézoomer un tout petit peu, parce qu'on ne le voit pas en entier. Voilà, un vase, on retrouve vraiment le même principe, le Cyclope assis. Alors cette fois-ci, il est très chevelu, très barbu. La coupe de vin et toujours les hommes qui vont gaiement avec la grosse massue, le gros pieu. Alors, en dessous, après c'est au choix, hein, vous savez qu'on on avait vu que les cyclopes étaient considérés soit comme les enfants d'Ouranos et Gaïa, et ici on vous dit que ce sont des cyclopes fils de Poséidon. Pour donc relier un peu ces deux mythes différents, je vous ai mis ici un petit topo sur les cyclopes qu'on appelle donc ouraniens, et puis les cyclopes bergers dont fait partie Polyphème. Et voilà, on ne peut pas exactement réconcilier ces deux versions, hein, c'est comme deux légendes vraiment différentes, si on peut dire. Voilà, je vous souhaite donc une très bonne journée, et puis dans ma prochaine vidéo, donc du jeudi 8, on s'attaquera à de la grammaire. Et du coup, je vous dis à très bientôt.